L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle saison des Mardis de la Santé UNIM, organisée par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire l'UNIM, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, pour la 5e saison consécutive, nous vous donnons rendez-vous tous les 15 jours dans les studios de Medscore pour continuer à analyser les phénomènes de marché qui bousculent vos pratiques et tirent l'ensemble de la profession vers l'avenir. Et comme d'habitude, ces rencontres sont interactives avec nos invités. Et ce nouveau rendez-vous des Mardis de la Santé est placé aujourd'hui sous le signe du sport de haut niveau, avec tous les enjeux économique et marketing que cela implique pour les clubs, les fédérations sportives, les sponsors, les partenaires et la carrière des athlètes bien sûr. Alors que nous avons déjà abordé sur le plateau de Medscore de nombreux sujets qui interpellent les professionnels de la physiothérapie, nous n'avions pas encore consacré de rencontres exclusivement à la traumatologie du sport et au retour à la performance. Il était donc grand temps et nous allons en particulier aborder notre sujet à travers le prisme du chirurgien comme chef d'orchestre de la prise en charge, puisque son rôle ne se résume pas à l'acte chirurgical, mais qu'il influence tant l'amont que l'aval en interaction avec tous les professionnels de la filière physio, kinés, préparateurs physiques au premier rang. Alors nous avons réuni un panel d'experts très aguerris sur le sujet pour en discuter, car finalement les victoires de nos champions sont aussi les leurs, donc les vôtres. Alors, en plateau, pour traiter notre sujet de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir, donc à ma gauche, le docteur David Dejour. Bonsoir. Donc, vous êtes chirurgien orthopédique, spécialiste du genou à la clinique de la Sauvegarde à Lyon, et vous opérez beaucoup de sportifs de haut niveau. Effectivement. Donc c'est parfait, votre place est parfaite ici. À ma droite, Patrick Berdoulet. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour une fois en direct sur ce plateau. On vous a souvent en visio, donc c'est avec joie que nous nous accueillons. Bonjour. Et donc vous êtes kiné du sport à Bordeaux, d'où vous venez. Vous êtes ex-kiné de l'équipe de France de volleyball, de l'équipe de France de golf, du pôle France de pelote basque et également cofondateur de Orthopole à Bordeaux. Exact. C'est exact. Parfait. À force, c'est rentré. J'ai besoin de mes petites notes, mais on enregistre. Et donc, en visio avec nous, une prochaine fois, j'espère bien qu'on vous recevra aussi sur le plateau. Donc, David Gouze, vous êtes préparateur physique, donc dans le sport de haut niveau en rugby. Et vous êtes également fondateur de GD Coaching Studio, où en fait vous êtes coach sportif. Et alors, pas que pour le haut niveau, mais ce soir, c'est spécifiquement le haut niveau qui va nous intéresser. On aura peut-être le temps aussi d'en parler au fil de l'émission. Vous êtes master trainer pour Blesspot, qui est une technique particulière avec des lumières dont vous aurez peut-être l'occasion de nous dire quelques mots. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons Aude Penel, qui représente notre partenaire l'UNIM sur le plateau. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Aude, qu'est-ce que l'UNIM et quel est son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé ? Bonjour Nathalie, alors l'UNIM c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui a été créée par les professionnels de la santé pour les professionnels de la santé. Donc son conseil d'administration est composé uniquement de professionnels de la santé dans lequel on va retrouver une diversité de professionnels qui vont vous représenter. Et cette association a pour objectif de négocier des contrats d'assurance à titre privé ou professionnel
professionnels et qui vont recouvrir des sujets tels que la prévoyance, la complémentaire santé, l'assurance emprunteur et également la couverture de l'exercice en groupe. Alors justement, à quoi ça sert exactement la prévoyance? Je sais qu'il en faut une, mais on n'est pas forcément... Alors la prévoyance, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la notion de prévoir l'avenir et donc prévoir les aléas. Et donc la prévoyance, elle est, on va dire, en 3 volets. Ça va être se protéger soit son revenu et sa famille. Ça va être protéger également ses investissements et également protéger son mode d'exercice quand on a fait le choix de l'association et notamment protéger ses associés. Et pour cela, on va retrouver un certain nombre de solutions d'assurance telles que la prévoyance personnelle pour couvrir son revenu, ses frais professionnels et sa famille, l'assurance emprunteur pour couvrir ses investissements contre le risque de décès, d'invalidité ou d'arrêt de travail, et également tout ce qui va être garantie croisée entre associés lorsqu'on a fait le choix de l'association. D'accord, parfait. Alors, comme tous les 15 jours, l'UNIM propose un atelier à nos auditeurs, donc à vous tous qui nous regardez. De quoi va-t-il s'agir ce soir ? Alors ce soir, on va vous proposer un court atelier de présentation de l'association UNIM. En 10 minutes, quel est l'intérêt de rejoindre cette association? Quels sont les avantages réservés aux adhérents? Mais également, on va faire un focus sur la loi Lemoine, qui est une réforme qui va vous permettre notamment de faire des économies sur la partie assurance emprunteur. Merci beaucoup Aude, et donc nous vous retrouvons à la fin de cette émission et donc nous entrons dans notre sujet de ce soir puisque de nombreux acteurs vont entrer en scène dans la prise en charge globale du patient en traumatologie du sport. Or, la coordination et la synergie sont bien sûr essentielles pour une reprise optimale et le chirurgien orthopédique donc, que vous êtes s'impose dans le dispositif comme interface, pivot, articulation, dont vous êtes d'ailleurs sans jeu de mots spécialiste puisque votre articulation de prédilection est le genou. Alors pour vous, on le verra un peu plus tard, c'est le kiné qui est le pivot central. En fait, vous êtes quand même tous des pivots et en interaction. On détaillera tout ça. Exactement, ça. Donc vous êtes chef d'orchestre dans la prise en charge du patient en traumato du sport et c'est vous qui donnez le « là » pour l'ensemble des professionnels de santé impliqués. Et donc, comme on l'a dit en introduction, votre rôle ne se limite pas à l'acte en lui-même, mais il y a le avant, le après. Et donc, au programme de ce soir, nous avons découpé en 3 parties, 3 axes. Quel sera l'impact de la décision d'opérer ou non dans le process de prise en charge? Ensuite, nous aimerions avoir votre retour d'expérience à tous les 3, avec des cas d'échecs et de réussite. On va essayer de décortiquer un petit peu les raisons de ces échecs et de ces réussites. Et puis nous allons consacrer notre 3e partie au top niveau, aux enjeux et aux victoires, puisque celles de nos champions sont aussi celles des staffs et de l'écosystème embarqué, y compris financièrement. Donc ce sont sur ces 3 axes que vous allez vous positionner. Et donc sans plus tarder, axe 1, quel sera l'impact de la décision d'opérer ou non dans le process de prise en charge? Alors, David Dejour, quel est le rôle du chirurgien dans le retour à la performance, donc le RTP du patient, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un sportif de haut niveau? Le rôle du chirurgien, on va dire qu'il est... il va donner le top départ du process. Et le process, il va être long, parce que quand on casse un ligament, ou quand on casse un amortisseur, un ménisque, eh bien, c'est tout d'abord un vrai drame pour le sportif de haut niveau. Parce que c'est sa carrière, c'est ses enjeux, c'est son entourage qui est autour de lui, qui augmente la pression du traumatisme vécu. Et donc, on va avoir forcément une décision à prendre, et cette décision, elle est forte, puisqu'elle va impacter les semaines, les mois qui vont suivre la carrière de ce professionnel du sport. Alors, le rôle du chirurgien, il doit être quand même technique, puisque c'est lui qui va proposer un geste technique, mais il a un rôle, à mon avis, psychologique aussi, d'accompagnement extrêmement important pour présenter et expliquer le traumatisme, ce qui s'est passé, et expliquer quelles vont être les séquences et le process qu'on va mettre en place pour le ramener sur un terrain de sport. Et alors, dans la situation où vous décidez de ne pas opérer, ou du moins pas en première intention, comment
cela va-t-il se passer, notamment en interaction avec le kiné, si par exemple vous pensez qu'il y a à gagner avant l'opération, à confier un sportif de haut niveau à un kiné. Comment se passe Alors cette interaction? moi, je pense qu'on peut, et tu nous diras si tu es d'accord avec ça, on a deux situations. On a la situation d'un traumatisme, par exemple musculaire, où définitivement on n'opère pas tellement ce type de problème. Et là, ça va être un process de kinésithérapie et de préparation physique. Et donc, on va annoncer que ce traumatisme n'est pas chirurgical. Mais il faut expliquer pourquoi ça n'est pas chirurgical, parce que le sportif, le staff, les agents attendent toujours la solution miracle qui va permettre de remettre le patient ou le sportif le plus rapidement possible sur le terrain. Ou alors on se dit, ouf, pas le bistouri. Ou alors on dit ouf, pas le bistouri, mais ce n'est pas toujours cette approche-là qu'on peut avoir. Et puis il y a la situation où il y a un ligament cassé, une structure anatomique cassée dans l'articulation, où là, chez un sportif professionnel, on ne peut pas discuter autre chose qu'une chirurgie. Et cette chirurgie, il va falloir en déterminer le timing et le bon moment de la mettre en place. Et il faut aussi annoncer le fait que peut-être que ce n'est pas demain matin qu'on opère le patient, mais qu'il faut se donner un peu de temps pour préparer le patient. Et là, peut-être, Patrick, tu veux dire Oui, non, mais tout à chose. fait. C'est-à-dire que lorsqu'un chirurgien vous confie à un athlète, avant même d'opérer, parce qu'il pense qu'il y a un certain bénéfice à tirer de votre prise en charge, comment cela se passe-t-il? C'est-à-dire qu'on vous donne un certain nombre de séances à réaliser, or peut-être qu'il y en a 20 au programme, puis que vous vous rendez compte qu'au bout de 10, peut-être moins, peut-être plus, vous allez un peu dans le mur et qu'il n'y aura pas le résultat escompté. Ou là, du coup, vous allez faire un retour au chirurgien pour lui dire que ça ne se passe pas comme prévu. Oui, bien sûr. Alors déjà, au niveau des séances, on a la liberté maintenant, et les médecins, de ne pas prescrire le nombre de séances, et nous de décider à quel moment on va le renvoyer ou pas. Donc il y a deux types de situations en particulier. Lorsqu'on reçoit un patient qui va être opéré, par exemple, c'est de préparer ce patient, et c'est de plus en plus à jour ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un traumatisme, il peut y avoir un déficit articulaire, un fléchissement du genou, une raideur d'épaule, et donc le chirurgien va nous confier le patient pour, en principe, on va faire entre 8 et 10 séances, pour le préparer à l'intervention. De telle façon que lorsque le chirurgien va prendre en charge ce patient, il va être dans des conditions optimales pour le post-op immédiat, c'est-à-dire de ne pas avoir de déficit d'extension, un fléchissement du genou ou autre. Donc ça, c'est un point capital dans notre prise en charge. Donc là, on va pouvoir travailler les récupérations d'amplitude, développer la force, de façon qu'il soit dans une situation optimale. Deuxième paramètre intéressant, c'est lorsqu'on a ces patients avant l'intervention, même avec des sportifs de haut niveau, ils ont souvent un profil des fois d'inquiétude, d'anxiété par rapport à des conditions socio-économiques ou autres, ou c'est leur propre profil. Et à ce moment-là, lorsqu'on les prend en charge déjà, on a un contact avec eux, on les prépare, on va leur expliquer ce qui va se passer après l'opération et comment vont se dérouler et va se dérouler la rééducation tout au cours du process. Donc ça, c'est important dans cette prise en charge. Et puis ensuite, il y a la deuxième situation où le chirurgien décide de ne pas opérer, et à ce moment-là, il nous envoie le patient pour tenter la rééducation. D'accord ? Donc notre rôle, nous, c'est la première partie, la première situation, c'est 8-10 séances pour le préparer, mais ensuite, dans la deuxième situation, c'est au bout de quelques séances, 10-15, on ne peut pas savoir, si on voit que l'on plafonne dans notre rééducation, il ne faut pas perdre de temps à faire durer le patient, mais il faut le reconfier au chirurgien, en lui faisant un courrier, un mail, un coup de téléphone. Et là, on se met en contact avec lui en disant, voilà, je bloque sur ma rééducation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plus loin dans la prise en charge chirurgicale? D'accord. C'est là qu'on voit l'interaction très forte qu'on doit avoir. Bien Et c'est toute une question de réseau et de réseau direct, et en particulier dans le sport de haut niveau. On interagit toujours au téléphone portable, au SMS ou autre, parce que, comme tu dis, on peut être bloqué dans la rééducation et dire il faut y aller, mais le kinésithérapeute peut dire aussi il est prêt en 10 jours au lieu d'être prêt en 20 jours. On n'attend pas 20 jours, c'est pas la peine, et on y va tout de suite, quoi. Et ça, c'est très efficace. Et le patient
est accompagné. Il se sent entouré par deux entités qui travaillent ensemble. Voilà. Il sait qu'il n'est pas ballotté d'un côté ou Exactement. de l'autre, mais qu'il y a une coordination. David Gouze, on ne vous a pas encore entendu. Alors, dans le contexte du sport de haut niveau, votre rôle aussi va être très important. Quel va être l'impact de la décision ou non d'opérer par le chirurgien sur le RTS, le Return to Sport, l'activité physique, et le RTP, donc le retour à la performance? Mais comme j'ai bien entendu et écouté voilà, David et Patrick, c'est vrai qu'on travaille tous en synergie, hein, que ce soit dans les clubs pour les athlètes ou pour les joueurs. Il y a toute une synergie qui s'y met autour de l'athlète pour le mettre dans les meilleures conditions, qu'il y ait l'opération ou pas, en réhabilitation, en rééducation ou en réathlétisation ensuite. Voilà, et que, comme l'a bien dit David, il n'y a pas spécialement de 10 séances, 15 séances ou de phases à passer. On va parler d'étapes. Et se donner des objectifs ensemble. Et c'est important voilà, d'avoir ce lien entre chaque professionnel où tout va aller autour de cet athlète et de ce joueur pour le mettre dans les meilleures conditions parce que la pression qu'on parlera après autour de lui est de plus en plus importante. Voilà. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas si la question est complètement dans le sujet de ce soir, mais moi j'avais envie de la poser. C'est que dans la situation où vous décidez de ne pas opérer, c'est-à-dire il y a une alternative à l'opération, notamment par la rééducation, est-ce que vous continuez systématiquement à suivre le patient ou d'une certaine manière il peut y avoir un petit peu une perte de... Est-ce que vous perdez la main en fait sur le patient ou de toute manière c'est toujours vous qui en restez le référent et le chef d'orchestre? Alors, je dirais que dans la décision, on n'est pas dans une décision chirurgicale. Il va y avoir l'interaction avec les kinésithérapeutes, comme on vient de le dire, et les préparateurs physiques, bien évidemment. Mais il y en a un qui n'est pas autour de la table, c'est le médecin du sport, c'est le médecin du club, ou c'est le médecin du sport du patient. Parce que lui, il est aussi une clé de voûte dans ce système. Et quand on n'est pas dans le domaine chirurgical, il faut savoir donner la main au médecin du sport, mais toujours en étant là comme alternative possible si quelque chose accroche ou n'avance pas comme on souhaite qu'il avance, quoi. Donc le rôle du médecin du sport est très important aussi dans ce domaine-là. Merci, en tout cas c'était rassurant aussi de l'entendre. Ouais. Et est-ce que c'est vrai que 60% de chirurgiens vont opérer coûte que coûte ou c'est un chiffre erroné et du coup pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas si c'est 60%, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais il y a des chirurgiens qui aiment opérer et qui opèrent vite et rapidement, peut-être trop des fois, et il y en a qui savent attendre. Et je pense que cette notion-là, elle est assez importante. Bon, c'est des techniques de prise en charge des patients, chacun a ses techniques de prise en charge des patients. Le plus important, c'est qu'on ramène le joueur là où il veut aller, quoi. C'est ça qui compte au final. Oui, David. Il y a aussi, Nathalie, une pression aussi, on parle, le chirurgien va peut-être vite, mais aussi une pression aussi souvent de l'athlète, parce que s'il va voir un chirurgien, c'est pour aller très vite, et souvent plus vite que ce qui serait faisable. Et donc, lui, il va mettre une pression personnelle là-dessus et sur le chirurgien aussi, quoi. Alors, vous anticipez déjà sur notre troisième partie qu'on va vraiment consacrer à toute cette pression qui mêle aussi l'argent, où il n'y a pas que de la santé et de la médecine. Donc, on a pu voir dans cette première partie que les kinés et les préparateurs physiques sont les interlocuteurs directs du chirurgien pour une prise en charge bien coordonnée, bien orchestrée. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Chacun de nos intervenants, donc vous trois, a en mémoire des cas pratiques tirés de votre vécu de réussite ou d'échec. Et c'est l'objet de notre second volet, donc de profiter de vos retours d'expérience. Notre deuxième axe, retour d'expérience des parties prenantes, cas d'échec et de réussite, on décortique. Alors, selon la situation et les solutions thérapeutiques proposées, quel professionnel de santé sera-t-il le moteur dans la prise en charge post-traumatique? Autrement dit, est-ce qu'il y a toujours un pilote dans l'avion? Et j'aimerais donc que chacun de vous
tire 2 exemples de son expérience avec l'analyse d'un échec et l'analyse d'une réussite. Il faut toujours qu'il y ait un pilote dans un avion ou C'est dans mieux. une voiture. C'est Ça, mieux. c'est la base du bon fonctionnement. Et quand le pilote, la qualité du pilote, c'est d'amener l'avion sur le tarmac. Et la qualité du pilote, c'est aussi d'amener l'avion sur le tarmac quand il y a eu un ouragan ou quelque chose qui s'est mal passé. Et en fait, c'est surtout ça la situation la plus difficile à gérer. Vous parlez d'échec. Effectivement, on ne peut pas avoir 100% de réussite partout et on est parfois confronté aux échecs. Et c'est là aussi que l'équipe, le réseau, l'entourage permet de faire face à cette problématique, cette rééducation difficile ou cette réaction après une chirurgie par exemple où le patient ne progresse pas comme il faut. Et comment gérer cet échec? Cet échec, on va le piloter tous ensemble. Et effectivement, on peut dire qu'il y a un pilote, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un pilote. Il y a une machine à faire avancer. Et cette machine, elle a différentes entités, différentes cellules qui font en sorte qu'il y a un organe et cet organe va permettre de sortir du problème. Quand on a un problème de rééducation qui est lente après une chirurgie, donc ça on peut dire mais c'est un échec, ça ne marche pas et tout ça, le kinésithérapeute il va pouvoir nous aider là-dedans et justement accompagner le patient qui va comprendre qu'il y a un problème, mais on va le gérer. Alors, David Gouze et Patrick Berdoulet, quand on a préparé cette émission, vous aviez chacun en mémoire des situations justement de réussite, d'échec, que j'aimerais bien que vous nous rameniez ici sur le plateau pour qu'on... Je parlerai de 2 situations, d'un ancien joueur dont on parlait tout à l'heure, Anthony Réveillère, qui jouait à Lyon, et en fait qui s'est fait une rupture du croisé. Et ça a été une grande discussion dans le domaine médical sur ce joueur qui n'a pas été opéré, qui n'a pas voulu se faire opérer, qui a fait de la rééducation. Bon, il s'avère certainement qu'il avait une rupture du croisé, mais avec une suture, disons, en nourrice sur le ligament croisé postérieur qui lui a permis une certaine stabilité et qui, lui, n'a pas été opéré, a fait sa carrière, a rejoué en équipe de France alors qu'il avait une lésion grave. On peut prendre un deuxième exemple, c'est celui de Pogba, récemment. Puisque Pogba, il a fait une lésion du ménisque externe. On sait qu'on est toujours prudent, je pense, sur le ménisque externe par rapport au ménisque interne. Et Pogba, donc, son désir, c'était de participer à la Coupe du Monde. Pour la naïve que je suis, juste pour nous situer, on est dans le domaine... Football. J'affiche mon ignorance. Oui, non, je l'affiche. Mais on a le droit. peut-être que je ne suis pas la seule. Voilà. Donc, Paul Pogba désirait faire la Coupe du Monde au Qatar. Et en fait, il a décidé d'essayer le traitement médical avec la rééducation. Il s'est avéré que ça a été un échec puisqu'il n'a pas pu aller à la Coupe du Monde, qu'il a fallu l'opérer de son ménisque externe. Donc, voilà une situation. Et personnellement, il y a quelques temps, j'ai eu un patient qui avait une rupture du croisé opérée. Et en fait, je galérais dans la rééducation avec un genou qui restait toujours avec des épanchements énormes, avec des difficultés à la flexion. Donc dans ces cas-là, j'ai retourné chez le chirurgien le patient. Et en fait, ce patient, il avait une rampe lésion, c'est-à-dire une désinsertion périphérique de la cône postérieure du ménisque qui était passée inaperçue à l'IRM. Et en chirurgie, elle était vraiment mal placée. Et donc, j'ai renvoyé. Et en fait, le patient, on l'a repris par une arthroscopie. Le chirurgien a fait ce qu'il fallait sur cette désinsertion méniscale. Et la rééducation s'est déroulée tout à fait d'une façon satisfaisante. Mais ce que l'on dit pour les athlètes de haut niveau est valable aussi pour les athlètes de loisirs, les sportifs amateurs. Ces expériences. David, vous avez également, vous, en mémoire justement des situations un petit peu aux extrêmes de réussite et d'échec. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit retour? En parlant de ça, voilà, une des premières histoires, on va dire, d'échec, c'était parce que j'ai signé sur un premier contrat pro, je rentrais pro sur la préparation physique sur un club de rugby, un jeune, 23 ans, qui arrivait du Stade Français, qui était prometteur, qui revenait en Pro D2 pour lancer sa carrière et se préparer, voilà, qui a fait des sciatiques, qui avait des problèmes d'abdominaux, de pubalgie, etc. Et on faisait que des traitements, de la rééducation, on voyait avec les médecins ce qu'on pouvait essayer de faire. Ça a duré quasiment 6 mois et en fait ce jeune avait un gros problème au niveau du nerf pudendal et a dû arrêter sa carrière. On a décidé, que ce soit avec les chirurgiens qui avaient pris en charge ça aussi et lui-même,
d'arrêter très tôt sa carrière. Donc ça a été vraiment pour moi un lancement dans cette carrière pro, de découvrir aussi que certains allaient à l'échec, et pourtant ils étaient voués à une grosse carrière. Voilà. Et puis en termes de réussite, je peux parler un peu de Thomas Ramos, par exemple, que j'ai eu en Pro D2, hein, tout le monde en parle, c'est vrai que c'est un international, désormais grand joueur du Stade Toulousain. Eh bien, en Pro D2, à un moment donné, il jouait pas trop, il avait moins confiance en lui, il fait une grosse entorse, on essaye de soigner, on le prend en charge, et Thomas travaille pendant près d'un mois sans mettre le pied sur le terrain. Et puis, voilà, on a fait pareil des allers-retours, de l'imagerie, discuter avec des chirurgiens, voir ce qu'on pouvait faire sur cette entorse assez sévère, avec les kinés, et la préparation physique, hein, avec les adjoints aussi qui souvent gèrent les blessés ou la musculation ou tout ce qui est réhabilitation. Et puis Thomas est revenu encore plus fort, encore mieux préparé, parce qu'en plus, si on parle un peu de ces temps de blessure, l'athlète à ce moment-là, c'est une pause particulière pour lui. C'est le moment où il peut se reposer, où il peut manger différemment, faire des soins et aussi repartir sur une préparation physique complète. Voilà. Ce qui est le cas quand il joue tous les week-ends, on fait que de l'entretien. Voilà. Et cette phase est aussi importante pour le corps médical, mais aussi pour cet athlète, de tout reprendre en compte, repartir à zéro. Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup pour ces deux retours très intéressants. Alors, docteur David Dejour, il existe aujourd'hui une population de chirurgiens du sport. Et ça ne s'improvise pas, parce que donc on a évoqué le rôle que vous aviez en amont et en interaction avec les autres parties prenantes. Du coup, qu'entend-on vraiment par chirurgien du sport? Parce qu'un chirurgien qui opère des épaules, de genoux, peut ne pas faire la différence. Quelle est spécifiquement la spécificité du chirurgien du sport? Vous parlez d'un profil. Le profil du chirurgien du sport, c'est d'abord quelqu'un qui est hyper spécialisé dans un domaine. Et on ne peut pas être hyper spécialisé dans l'épaule, dans le genou, dans la hanche, et tout faire à la fois. Donc vous avez déjà un profil d'un hyper spécialiste d'une articulation. Ça, c'est la première chose. Pour être un hyper spécialiste, il faut se former, il faut écouter, il faut aller dans des manifestations scientifiques pour être toujours au top de la connaissance et de ce qui se fait dans le monde entier. Parce qu'on parle de mondialisation, mais dans notre domaine aussi, il y a la mondialisation. Et donc, il faut être capable de lire des études scientifiques, de produire des études scientifiques, d'analyser ces résultats, de travailler sur ce qu'on fait soi-même et d'être critique sur son analyse. Ensuite de ça, ce chirurgien bien formé, hyper spécialisé, a dans ses mains de l'or, mais pour utiliser ça, s'il est tout seul, il est mort et il ne peut rien faire. Il a besoin d'équipe. Vous parlez d'écosystème, j'aime bien ce terme, l'écosystème, c'est-à-dire qu'est-ce qui est autour de cette spécialisation du sport. Eh bien, c'est la kinésithérapie du sport, avec des kinésithérapeutes eux aussi formés, très spécialisés, des kinésithérapeutes qui sont capables d'évaluer, de quantifier la récupération musculaire, la statique, l'équilibre du patient, et la préparation physique qui est le complément et en tout cas la continuité du soin. Et c'est ça le bon ou le chirurgien du sport, qui est accompagné également, je le répète, par le médecin du sport qui, lui, a un rôle aussi extrêmement important là-dedans. Merci. Alors, dans un monde idéal, on a une synergie parfaite entre les différents acteurs. Dans le monde réel, quid du rapport hiérarchique et de la bonne communication justement entre les parties prenantes, sans relation de subordination. Alors, dans notre troisième et dernière partie, nous allons aborder un petit peu l'envers du décor, c'est aussi les questions qui fâchent, liées aux enjeux financiers et aux pressions de toutes parts, on l'a dit en introduction, les clubs, les fédés, les sponsors, les partenaires, pour gérer la carrière des athlètes. Alors, ça va être l'objet de notre troisième volet, et on en parle juste après le message vidéo de notre partenaire, l'UNIM.
l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Alors, top niveau, enjeux et victoires, celles de nos champions sont aussi celles des staffs et donc de tout l'écosystème embarqué. Alors David Dejour, je vais à nouveau commencer avec vous, mais dans le sport de haut niveau, quelle est la pression qui pèse sur vous? Quand je vous ai demandé si parfois il y avait la pression, vous m'avez dit toujours. Donc voilà, c'est posé. Donc potentiellement au détriment d'une prise en charge raisonnable si vous cédiez aux pressions. Alors, merci de nous choisir quelques exemples, je veux dire un peu triés sur le volet. Alors même s'il n'est pas possible de citer les noms comme on l'a fait auparavant, mais du coup de cas de pression pour lesquels du coup votre acte est aussi soumis. Là, le sport de haut niveau est soumis à pression. Parce que le patient lui-même, qui est un patient avec un traumatisme, c'est sa vie. C'est sa vie. Et autour de lui, plus on est de haut niveau, plus on a de gens autour de vous qui vous veulent du bien et qui veulent que vous soyez encore plus performant et que vous rameniez encore plus de contrats ou de choses comme ça. Donc il y a des agents, il y a des conseils, il y a la famille, il y a plein de gens autour de ces gens top niveau. Ces gens, des fois, peuvent être aussi un peu perdus par tous les conseils qui gravitent autour d'eux. Et chacun peut avoir raison, dire faut aller voir tel chirurgien, ou celui-là il n'est pas comme il faut, enfin bref quoi. Donc la pression, je dirais qu'elle est surtout de l'entourage. Et il faut arriver aussi à gérer cet entourage pour que finalement on dise il n'y a qu'une solution, il y a une équipe, on fait confiance. Et ça c'est la force de l'équipe concernée, d'arriver à mettre tout le monde d'accord sur une ligne de conduite et que cette ligne de conduite ne change pas. Et c'est, je le redis, l'importance de la communication entre les différents intervenants, parce que dès qu'il y a une petite hésitation, une petite question sur est-ce que c'est vraiment bien, alors là, on rentre dans la catastrophe. Non ? C'est la brèche. Alors, pour que vous ne cédiez pas aux pressions, vous avez des alliés, parce que comme je le disais un petit peu haut dans la partie, en fait, c'est pas un pilote, il y a aussi un équipage dans l'avion. Et donc, comme soutien pour justifier peut-être d'un refus d'opérer, ou du moins d'un report, vous avez le kiné qui, lui, va s'appuyer sur des tests physiologiques pour décider de la capacité au RTS et au RTP. Donc, en quoi ces tests-là vont-ils vous permettre d'aider à cette décision, à la décision du chirurgien, et en quoi ces tests permettent de dire si l'athlète est capable de reprendre la compétition sur la base de données concrètes? Alors déjà, je voudrais insister sur ce qu'a dit David, sur l'importance du staff. On doit avoir un staff. J'ai eu la chance d'être avec des équipes de haut niveau et j'ai toujours travaillé avec ce staff, donc le médecin du sport, le chirurgien, le kiné, le préparateur physique, le préparateur mental, parce qu'il ne faut pas oublier que quelquefois nous avons des sportifs de haut niveau qui sont dans le doute et à ce moment-là, on est amené aussi à utiliser un psychologue ou un préparateur mental qui va lui permettre de passer un palier. On le voit dans le tennis à ce moment-là avec une joueuse française qui a passé des paliers justement avec l'aide de ça. Alors, en ce qui concerne les tests fonctionnels, en fait, pendant de nombreuses années, on opérait et on disait, par exemple, pour un ligament croisé, au bout de 6 mois, vous pouvez recommencer à faire du sport. Pour une luxation d'épaule, au bout de 3 mois, vous reprenez le sport. Puis on s'est aperçu, il y avait des ruptures qui se produisaient récidivement, des accidents.
Donc, au fur et à mesure des années, on s'est aperçu qu'il fallait passer à autre chose pour avoir de la satisfaction avec nos sportifs ou nos patients lambda. Donc, est arrivé ensuite le bilan isocinétique. Le bilan isocinétique, ça nous permet d'avoir un ratio de force, quadriceps ischio pour un genou, rotateur interne et externe pour une épaule. Mais ce bilan isocinétique va nous donner un rapport de force que de groupe musculaire. Mais il n'est pas fonctionnel. D'accord ? Donc, il nous est très utile parce que, par exemple, un patient qui a un bilan isocinétique qui n'est pas supérieur à 85%, il n'est pas possible d'envisager de lui faire passer des tests fonctionnels qui sont, entre parenthèses, un petit peu dangereux. Donc, si le sportif il a un test isocinétique, mettons, à 60%, on va poursuivre la rééducation pour lui faire un deuxième bilan qui va permettre de lui faire ces fameux tests. D'accord. Donc ces tests fonctionnels sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Ils ont un certain risque. Si on prend le cas d'un genou, on va faire un qualitatif pour voir si en sautant sur un pied, il a un valgus dynamique du genou. Ensuite, faire des sauts sur un pied, sur 3 sauts, sur les sauts latéraux, et voir si à ce moment-là, il est vraiment capable. Parce qu'on peut avoir des sportifs, même de haut niveau, qui ont un bilan isocinétique parfait, mais lorsqu'on leur demande de faire un saut ou 2 sauts, ils sont incapables. Donc, dans les tests fonctionnels, il faut toujours penser, que ce soit une épaule, une cheville ou un genou, de faire un bilan psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, un croisé, ça va être l'ACLRSI, où on va faire remplir une fiche avec 12 questions sur l'appréhension, l'anxiété, est-ce que vous allez retrouver, vous pensez pouvoir rentrer à votre niveau. Voilà, c'est ça pour le genou, c'est le CIRSI pour l'épaule, c'est le FAM pour la cheville. Donc il est très important d'avoir le test psychologique et le test fonctionnel. Un joueur qui doute sur son bilan psychologique qui va être inférieur à 60%, on ne doit pas le faire sauter sur un pied ou faire 3 sauts sur un pied parce qu'il est tellement dans l'appréhension et l'anxiété qu'il risque à ce moment-là d'avoir un accident. Merci beaucoup. Alors justement, je voulais donner la parole à David Gouze et peut-être que le moment sera venu aussi de faire une petite page pub pour les arènes du sport qui vont être organisées sur les sujets. Donc vous en direz quelques mots un peu plus tard dans l'émission. Donc David, donc en tant que préparateur physique, de coach. Je dois rajouter avec ce qu'a dit Patrick, c'est que là arrive aussi la pression des staffs aussi, la pression de l'entraîneur ou du président quand on a un joueur qui réussit de bons tests isocinétiques, peut-être il aura la possibilité de faire la rééducation, la réathlétisation, la préparation physique. Mais à partir de là, le sport, c'est souvent un rapport aussi de force avec un adversaire. Et souvent, même si un athlète est capable de faire 3 bonds, sur un pied, il n'est peut-être pas encore capable de se faire plaquer, d'accepter de se faire plaquer. C'est vrai que les tests psychologiques vont pouvoir permettre de faire passer ce cap à l'athlète et d'avoir une bonne décision pour qu'il retrouve le terrain. Mais dans la réalité aussi du terrain, on a souvent la pression où l'athlète, il arrive à faire des bons tests, il repart sur le terrain et il faut qu'il joue, quoi. Et si c'est les derniers matchs du championnat, s'il y a une qualification, il y a une pression énorme qui s'exerce sur les médecins, sur ceux qui vont prendre la décision de le mettre sur le terrain. Voilà. Et le joueur ou l'athlète aussi a sa part à jouer là-dessus et en fonction à qui il va parler, avec beaucoup d'expérience là-dessus, va avoir un discours souvent même différent parce que face au coach, il va vouloir jouer, face au kiné, au préparateur physique, il aura plutôt envie de se préparer encore 1 ou 2 semaines de plus avant de retoucher le terrain. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. D'ailleurs, le préparateur physique ou le coach, surtout à l'interface entre les demandes qui sont parfois pressantes du club, des athlètes, des sponsors, est la raison des professionnels de santé, que sont le chirurgien et le kiné. Alors, comment on gère à votre niveau, dans votre position, toutes ces relations avec tout l'écosystème, avec souvent, parfois, des objectifs contradictoires, voire opposés? On gère, alors nous déjà on est souvent en relation un peu plus avec les kinés et le médecin du club qu'avec les chirurgiens. Alors c'est en train de changer grâce à des émissions comme ça, grâce à des conférences que vous organisez où c'est vrai que qui est passé près de 20 ans dans le haut niveau, 25 ans de haut niveau. Petit à petit j'ai eu de plus en plus de relations avec
les chirurgiens, ce qui ne se faisait pas il y a 10-15 ans. Le chirurgien, il opérait l'athlète, on recevait un papier qu'on envoyait au médecin du sport, et le médecin du sport, il nous disait c'est bon, il peut refaire la course, après la course, il peut faire la musculation, etc. Et nous, on n'était que des exécutants. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toute cette équipe, cette synergie, parce qu'on arrive à se connaître, on arrive à partager des choses, et que les gens sont de plus en plus spécialistes aussi dans ce sport. Voilà. Et c'est vrai que on subit moins la pression, parce que c'est beaucoup plus facile, nous, d'être appuyé maintenant par un chirurgien ou même un kiné, que juste d'être le préparateur physique qui va préparer l'athlète dans un coin. Et puis après, dès que l'entraîneur le veut ou que l'athlète a envie de jouer, il va mettre cette pression pour le faire. Voilà. Si je résume un petit peu votre propos, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, finalement, vous avez obtenu une meilleure reconnaissance par les chirurgiens d'aujourd'hui? Est-ce que justement ces rapports hiérarchiques tendent à se fondre parce que finalement chacun doit être à sa place, mais que tout le monde est complémentaire? Vous m'avez dit, j'ai un staff autour de moi et je connais. Oui, c'est ça, complètement. De mon côté, c'est ce que je vois de plus en plus. Et il faut surtout qu'il y ait une ligne de conduite du staff par rapport au président du club et par rapport aux entraîneurs. Ouais. Et là, il ne faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui prêche diverge. autre chose et qui diverge, parce que là, il s'engage dans la brèche, on installe le joueur dans le doute, et c'est catastrophique. Ça veut dire qu'entre vous, il faut vraiment que vous fassiez corps pour que quand vous orientez une prise en charge, que vous soyez cohérents et réunis dans le... Absolument. Exactement. sur la Et ligne. c'est grâce à l'échange qu'on peut obtenir cette satisfaction. Ce qu'a dit David est très important. Les réunions, les conférences, c'est comme ça qu'on connaît le métier de l'autre. Oui. Et quand on connaît le métier de l'autre, on reconnaît ses compétences, on prend beaucoup de l'autre. Et donc ces échanges-là sont juste fondamentaux, quoi. Je dirais qu'on est ravis, alors modestement chez Medscore d'y contribuer, parce que pour le coup c'est vraiment la fibre ici de faire ressortir cette synergie. Et je dirais que le temps passe tellement vite à votre compagnie qu'on va bientôt être au terme de l'émission. J'aimerais que chacun, que tous les trois, nous fassiez son petit mot de conclusion sur ce que vous souhaitez que l'on retienne vraiment de cette émission, d'un message fort. Il y a eu beaucoup de messages forts depuis bientôt 3/4 d'heure. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne, et ça sera votre conclusion à chacun. Moi, je vais dire, premièrement, connaître les autres métiers, travailler sa performance par son ouverture intellectuelle à ce qui se passe autour de soi, et pas dire je suis le meilleur et après moi le déluge. Et à partir de ce moment-là, le champ est ouvert et on peut se concentrer sur le patient. Et ce patient, il ne faut pas oublier que c'est un patient, que c'est un humain, on fait du soin. Et quoi qu'il y a autour, on traite une personne. Et ça, c'est fondamental pour moi. Merci beaucoup. Notre deuxième David, donc je donnerai mais je ne vais pas oublier Patrick, ne vous inquiétez pas. Mais je vais demander à David Gouze également ce qu'il souhaite que l'on retienne. Pour faire simple, moi je dirais l'écoute, l'écoute de tout le monde, de tout cet écosystème, pour retenir ce mot. Ensuite, le partage, ça veut dire les dialogues, tout le travail qu'il y a autour de l'athlète. Et ensuite, c'est les décisions et tenir ce cap. Et à partir de là, on va aller, je pense, de plus en plus vers des réussites. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, Patrick, on aimerait aussi vous entendre et peut-être nous faire une petite page pub, parce que, en fait, c'est beaucoup la préoccupation de Medscore, et vous êtes très, très impliqué avec toute l'équipe de Medscore, notamment sur les événements. Donc, il va se passer 2 grands rendez-vous importants, les arènes du sport et... Les arènes de la réathlétisation, voilà, qui vont se dérouler le 11 mars. Petit changement dans vos calendriers. Où nous allons un peu faire le point sur tout ce qui est, s'il y a un consensus sur les tests fonctionnels. Et ensuite, nous allons avoir des thématiques différentes sur l'épaule, sur le genou, sur la cheville. Et ensuite, des ateliers aussi qui vont nous permettre de consacrer un temps à l'examen clinique et ensuite à faire pratiquer par les personnes qui vont venir, kinésithérapeutes, médecins, chirurgiens ou autres, à faire tester les tests fonctionnels pour voir ce que ça représente. Et si on a encore 30 secondes, juste un mot sur un gros événement au mois de mai, à la veille de Roland-Garros, qui pour le coup va être complètement interdisciplinaire pour justement mélanger tous les métiers et que tout le monde se connaisse pour aller vers du mieux. 2 petits mots
Pour la SOFEC? Oui. Je ne connais pas la date exacte. Alors, c'est le 27 mai, mais vous en saurez bien plus, bien sûr, à travers les réseaux sociaux et vos informations diffusées par Medscore. Donc, en tout cas, merci à tous les trois. Une petite précision, c'est de dire aussi que l'expérience du haut niveau nous permet d'appliquer au sport amateur, au sport de loisirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les pourcentages de sports qui sont en tournée avec un staff professionnel, il y a 90% de reprises au niveau d'avant et même à un niveau meilleur. Chez les amateurs, il y a entre 60 et 65%. Donc tout ce qu'on attire de l'expérience du haut niveau, nous devons l'appliquer à nos patients. Et pour ça aussi, il faut qu'on fasse des formations pour être toujours dans le goût du jour de toutes les techniques nouvelles et les formations nouvelles que l'on peut appliquer à nos patients. Parfait. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est les inconvénients du direct quand on ne sait pas coordonner avant. Donc, tous les événements vous seront annoncés en temps et en heure. Je me suis peut-être un peu emmêlée, mais tout sera clarifié par la suite. Donc, je vous remercie tous les trois pour votre participation très active. On aurait eu encore le temps de bien débattre du sujet. Nous remercions aussi les équipes d'Ouvrez l'œil qui nous assurent la production, de Medscore qui s'implique à la réalisation de cette émission et bien sûr notre partenaire l'UNIM. Et du coup, je vais redonner la parole à Aude puisque la soirée n'est pas complètement finie puisque vous avez maintenant rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier. Un petit teasing, Aude? Oui, vous allez retrouver un correspondant de l'UNIM qui va vous expliquer en 10 minutes l'intérêt de rejoindre l'association UNIM, les avantages réservés aux adhérents de cette association confraternelle, en faisant un focus spécifiquement sur l'assurance emprunteur et notamment les économies que vous pouvez réaliser grâce à une réforme, la loi Lemoine. Voilà. Parfait, Aude, merci beaucoup. Et donc, alors je vous souhaite un bon atelier et nous vous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau mardi de la santé UNIM. À l'occasion duquel nous parlerons du rôle du kiné dans l'approche nutritionnelle en cabinet. Donc rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, bon atelier et portez-vous bien. Bonne soirée. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.